Bienvenue dans Sérieland épisode 6, Grand entretien avec Xavier Fournier. Il y a celle qui me faisait rêver avec sa cape et ses paillettes, Wonder Woman. Celui qui me faisait peur avec sa peau verte, Hulk. Des super-héros des années 70 et 80. Et puis, j'ai déserté le genre pendant longtemps avant de découvrir une nouvelle génération. Des super-héros avec de super pouvoirs, mais pas toujours super sympas. Ils sont même parfois détestables et j'adore ça. Mais au fait, qui est le premier super-héros de tous les temps ? Quels sont ses accessoires indispensables ? Existe-t-il une typologie des dons ? Sont-ils des justiciers ou des hors-la-loi ? Alors oui, ça fait beaucoup de questions, mais quand on a la chance de recevoir Xavier Fournier, on se dit qu'on va enfin avoir les réponses. Xavier Fournier est journaliste, écrivain, scénariste, conférencier, et surtout grand spécialiste devant l'éternel des super-héros. Parmi ses publications, je vous conseille notamment Super-héros, une histoire française, en attendant son prochain livre, Kirby Sphere aux éditions Corrette. Bienvenue dans Sérieland, spécial super-héros. Alors donc Batman, la série télé des années 60, la série complètement kitsch avec Adam West dans le rôle phare et qui est assez intéressante qu'elle arrive alors que le personnage de Batman existe déjà depuis plus d'une génération et que donc ça consacre le fait que les super-héros, on peut les regarder en famille aux États-Unis. En France, ça a été un peu plus diffus l'impact de cette série-là parce qu'on l'a découvert après, mais ça veut dire que les parents, les enfants, voire même les grands-parents pouvaient regarder Batman en famille. Et puis avec ce sous-entendu, on pouvait en rire de Batman, on pouvait rire avec Batman, et rien que au niveau de l'histoire des comics, ça a changé beaucoup de choses parce qu'à la même époque, la BD de Batman était en perte de vente. Ils se demandaient même s'ils n'allaient pas l'arrêter, et le fait que la série relance l'intérêt autour du personnage, ça a sauvé le sort de Batman, qui est devenu par la suite, qui est resté par la suite le personnage qu'on connaît. Et donc si cette série télé n'avait pas existé, beaucoup de choses auraient été différentes. Bonjour Xavier Fournier. Bonjour. Avant de débuter ce grand entretien, petite précision. Je suis nulle en super-héros. Donc, deux conséquences à cet état de fait. J'ai demandé à Clément Le Saffre de nous rejoindre parce que lui, il s'y connaît en super-héros et qui pourra toujours me dire « Elle est stupide ta question » ou « Non, tu te trompes de super-héros ». On est Je me le d'accord ? permettrai pas. Non, si, vous pouvez, Clément. Et deux, vous allez devoir faire preuve, Xavier Fournier, de pédagogie et me convaincre surtout de l'intérêt à s'intéresser à ces êtres dotés de pouvoir. Mais je ne sais pas pourquoi ça fait peur aux gens qui ne connaissent pas à ce point-là, parce qu'en fait, alors bien sûr, il y a toujours quelques ayatollahs, des intégristes, mais il ne faut pas les écouter, ces gens-là. C'est bien qu'il y ait plein de nouvelles personnes qui s'intéressent à ces personnages-là. Le jour où il n'y aura plus de nouveaux, ça voudra dire que ce sera un genre qui sera en train de périr. Donc moi, je vous accueille à bras ouverts, on a plein de choses à vous faire découvrir, à vous faire lire. Ben voilà, déjà un premier point pour vous. Mais on va commencer avec l'histoire, on va commencer par le début. Première question et premier défi pour vous. Est-ce que vous pouvez nous dire en moins d'une minute ce que c'est qu'un super-héros ? Ah, alors justement, c'est un grand problème, c'est qu'on ne peut pas vraiment se mettre d'accord sur la définition du super-héros. On ne peut pas mettre deux lignes qu'on mettrait dans le dico, parce que si vous faites rentrer dans la même boîte Superman, Hulk, Thor, Iron Man, Batman, c'est déjà un truc. Il y en a qui ont des super-pouvoirs, il y en a qui n'ont pas de super-pouvoirs, mais des gadgets qui remplacent. Il y en a qui sont super riches, d'autres qui sont super pauvres, d'autres qui ont des costumes, mais Hulk, au niveau jean déchiré, c'est à On peu est près tout ce d'accord ? qu'il y a. Donc le seul truc que moi j'ai trouvé, je ne suis pas le seul à suivre cette logique-là, c'est de partir d'un QCM. Le super-héros, d'abord, en général, c'est quelqu'un qui, plus ou moins consciemment, essaie de faire le bien. C'est quelqu'un qui peut-être a des pouvoirs, qui souvent a une double identité. Et je pense vraiment que la dualité est vraiment un truc très important chez le super-héros. Et puis, c'est quelqu'un qui a peut-être un costume, peut-être quelques ressources. Mais globalement, voilà, on peut partir du principe que s'il coche aucune des croix, bon, bah, c'est râpé. S'il coche la majorité des croix, bon, il y a quelque chose à faire avec. Mais alors, qui est le premier super-héros de tous les temps ? Et ben, ça se discute. Ça se discute suivant cette définition qui n'existe pas et que je viens de vous définir. Historiquement, on peut dire qu'il y a vraiment des super-héros classiques qui remontent au début du XXe siècle et qu'on voit apparaître dans des romans.
Si on refait vraiment le film avant, dès le 19e, pour des raisons historiques, il y a plein de choses qui mettent en place. Il y a des proto-super-héros au 19e siècle. La figure de Monte Cristo, par exemple, Umberto Eco avait beaucoup travaillé là-dessus. Et fondamentalement, il voyait dans le Monte Cristo, il voyait l'ancêtre de Batman. Et c'est vrai qu'il lui manque la Batmobile, mais que globalement, c'est ça. Donc, à partir du 20e, on trouve des personnages de romans, voire de films muets, qui se prêtent à cette définition-là. On en trouve au Japon, on en trouve en Turquie, on en trouve en France, en Allemagne, aux États-Unis, on en trouve partout. Et puis, suivant les cultures des pays concernés, ça a plus ou moins pris. C'est-à-dire que, suivant que vous ayez des milieux conservateurs un peu à la tête de ces pays-là, c'était pas, pas très bien vu. Et donc, voilà, il y a une sorte d'évolution parallèle qui a changé les choses. Si vous prenez en France, par exemple, il y a un personnage qui s'appelle Loisel, le féminin de l'oiseau, qui date de 1909. C'est une jeune femme qui vole au-dessus de Paris avec une combinaison noire, des ailes de chauve-souris noires en métal, une ceinture à gadgets, qui a un mentor télépathe. Et vous lisez le roman et vous dites où est le film. Bah oui, Et mais il on ne l'a reste pas plus eu. qu'à l'écrire en fait. Bah, écoutez, en tout cas, le roman, lui, il existe, il attend depuis un moment. Aux États-Unis, on a aussi des personnages comme ça. On a des personnages de Serial, de Pulps. Il y a un truc qui s'appelle, qu'on a traduit en France, qui s'appelle Le Masque aux dents blanches, je crois, dans le titre français, mais qui raconte le combat entre un détective masqué et un criminel masqué. Alors, voilà. Et petit à petit, tout ça va se former, se coaguler dans les années 30 avec d'abord un personnage de Daily Strip. Donc ça, c'est les Daily Strips, ce sont les personnages qui apparaissent dans les bandes dessinées des journaux qui s'appellent le fantôme du Bengale ou le fantôme de la jungle, suivant la traduction que vous suivez. Et c'est un type qui défend la jungle contre les pirates. Alors déjà, C'est un apparemment, concept, hein, quand apparemment, il même. y a beaucoup de Oui. boulot quand même. Et donc, il est dans un super costume violacé, bleuté, et qui a pour base une caverne dont l'entrée a une forme de crâne. Et c'est un peu l'ancêtre de Batman. Clément? Et toutes ces premières itérations, qui sont venues avant les classiques qui sont Superman, Batman et cetera, c'est du pur divertissement. Le seul objectif, c'est de faire rire ou de faire, angoisser parfois, sur certains genres, les gens? Eh ben, pas forcément. Il y a des fois, oui. Bien sûr, il y a des fois, c'est simplement des surenchères de ce qu'on appelait à l'époque le merveilleux scientifique. Et donc, l'idée, c'est de partir un peu de. On pourrait dire que des fois, c'est un peu Jules Verne qui aurait fumé du crack, hein. Bon, on part dans tout et n'importe quoi. Mais le truc, c'est qu'on voit bien. Je vous parlais de Loisel tout à l'heure, qui était écrit par une dame. Et quand le roman sort, les censeurs de l'époque, alors il y avait un abbé qui s'appelait l'abbé Bethléem et qui est un peu derrière la censure morale en France à cette époque-là, avec des revues qu'il éditait lui-même. Et le type est parti en vrille. Et je me disais, bah voilà, il part en vrille parce qu'il y a des super pouvoirs. Non, 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 non. Il partait en vrille parce qu'on montrait une femme qui restait pas à la cuisine. Et à peu de choses près, je vous cite de mémoire, mais dans la chronique, c'est marqué qu'est-ce qui va se passer si on explique aux femmes que leur place est ailleurs qu'à la cuisine. Et donc, quand je vous décris Loisel, ça vous semble pas révolutionnaire à vous, moi non plus, et je doute même qu'à l'époque ça l'était, mais on voit bien déjà qu'il y a des gens pour qui c'est un poil à gratter. Donc il y a des choses comme ça qui viennent un petit peu là-dessus. Et puis assez rapidement, va y avoir en 1938 le premier succès majeur des comics, c'est le premier succès natif, parce qu'avant les comics c'était surtout des réimpressions. Ce personnage-là s'appelle Superman, et ce personnage-là, dans les premiers épisodes, à chaque fois, ces petits épisodes de 12 pages, des petites histoires de 12 pages, à chaque fois, c'est prenons un problème de la société et réglons-le. Là, tout de suite, j'ai le pouvoir. Donc, il va voir les fabricants d'automobiles en disant il y a trop de morts sur la route. Qu'est-ce qui se passe? Soit vous faites de meilleures voitures, soit je vais détruire vos usines. Aux États-Unis, c'est quand même pas avec tout le lien qu'il y a à la propriété industrielle et choses comme ça. C'était quand même un peu gonflé. Il y a un épisode où il détruit le ghetto de la ville, comme ça. Il force la mairie à construire de nouveaux immeubles pour les défavoriser. Mais alors c'est intéressant ce que vous dites parce que est-ce que par exemple Superman aurait pu être inventé de l'autre côté de l'Atlantique en Europe? Eh Ou ben, est-ce qu'il y a un vrai distinguo le, entre le, les super-héros qui ont été créés aux États-Unis et de l'autre côté?
Alors, il n'y a pas forcément un distinguo dans leur création. C'est-à-dire qu'on voit des personnages qui sont à peu près, qui ont à peu près le même gabarit, qui ont à peu près la même puissance ou les mêmes, la même mentalité. Mais simplement, Superman, il a duré. Alors, ce qui s'est passé aussi, c'est que le Superman que je vous décris, sur les 2 3 premières années, il aurait pu être créé à Moscou. C'est-à-dire que c'est, pour ainsi dire, un personnage, au minimum socialiste, voire communiste, c'est-à-dire qui s'occupe du peuple, qui n'a rien à faire de la mairie, qui n'a rien à faire des puissants et qui détruit, les trucs des riches s'il faut. Il s'occupe de, je crois qu'on va en reparler tout à l'heure, mais il s'occupe de justice et pas de loi. Il y a une notion importante et voilà. Ce qui s'est passé avec les Américains, c'est qu'il y a eu un relais. Peut-être que s'il n'y avait pas eu la Seconde Guerre mondiale, s'il n'y avait pas eu la rentrée dans la Seconde Guerre mondiale, ça aurait été une mode de super-héros qui aurait duré 2 3 ans. Et puis il y a eu un relais, c'est d'un seul coup, il y a eu une cause à affronter. Les super-héros sont partis en guerre. Et d'ailleurs, ils n'ont pas attendu la guerre pour évoquer ce sujet-là. Nous, forcément, en Europe, à l'époque, on avait d'autres choses à faire. Qui plus est dans les pays occupés où forcément on allait plutôt pas forcément montrer des super-héros et donc ça a un peu calmé les ambitions de ce côté-là. Quand vous rajoutez après la Libération et le fait que les gens qui avaient été dans la presse, mais un peu collabos, ont été fraîchement, considérés à la Libération, il y a eu deux vagues d'épuration dans l'édition qui ont fait qu'il y a des auteurs qui ont perdu leur boulot. Certains l'ont cherché, d'autres moins. Il y a des personnages qui ont été sabrés comme ça et donc tout ça fait que, en face, de l'autre côté de l'Atlantique, les personnages ont duré. Est-ce qu'on aurait pu créer ce personnage en Europe? Le docteur David Banner, biophysicien, cherche le moyen de réveiller les forces latentes que chaque homme possède en lui. Mais une surdose accidentelle de radiation gamma bouleverse la composition chimique de son organisme. De ce jour, quand David Banner se met en colère, une étonnante métamorphose se produit. C'est un monstre ivre de rage qui est alors traqué sans relâche par un journaliste enquêteur. Monsieur McGee, ne me poussez pas à bout. Vous regretteriez de me voir en colère. Le monstre est recherché pour un meurtre qu'il n'a pas commis. David Banner, que tout le monde croit mort, ne vit plus que pour découvrir le moyen de neutraliser les forces dévastatrices qui, à la moindre contrariété, se déchaînent en lui. Alors, il y a 2 réponses à votre question, Vas-y, il faut suivant qu'on aller. parle du personnage ou de la série télé. Si on parle du personnage, je vous conseille, un super comic book qui s'appelle La Ligue des Gentlemen Extraordinaires d'Alan Moore et de Kevin O'Neill, qui reprend tous les protos, super-héros dont je vous ai parlé tout à l'heure, enfin une bonne partie de ces protos super-héros de la fin du 19e siècle et qui les traite comme des super-héros. C'est-à-dire que vous avez une sorte d'équipe, la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, vous avez le Capitaine Nemo et vous avez, le Docteur Jekyll et Hyde. Et fondamentalement, Hulk, c'est Jekyll et Hyde. Vous rajoutez, un petit peu d'épinards et puis une vague histoire de radiation, mais globalement, c'est ça. C'est Jekyll et Hyde projetés dans un monde de super-héros. Hulk n'est pas vraiment un super-héros. Si vous l'enlevez des Vengeurs, c'est vraiment une histoire de monstre. Vous le rajoutez dans le monde des Vengeurs, c'est un monstre dans un monde de super-héros. Maintenant, si on parle de la série télé, c'est encore autre chose parce que, elle intervient à un moment qui va durer longtemps d'ailleurs, où souvent les producteurs aiment bien prendre une propriété intellectuelle, très reconnaissable pour se déguiser et copier ou aller sur le même terrain, en tout cas faire une création concurrente à quelque chose qui existait déjà dans le monde de la télévision. Et dans la série télé, le docteur Banner est faussement accusé de la mort de sa femme, ce qui n'existait pas du tout dans les comic books, prend la route et est vaguement poursuivi par un journaliste qui pense retrouver le docteur Banner. Et si vous prenez la structure, si vous prenez même certains éléments d'archétype de ces épisodes-là, c'est le fugitif. Eh oui. C'est le fugitif, on a rajouté un monstre. Alors, il y a quelques scènes où il faut soulever une voiture, d'accord, mais le reste, c'est jamais que le docteur Kimball, je crois, qui était aussi docteur et qui est faussement accusé de la mort de sa femme et qui se fait passer pour bûcheron dans un épisode, se fait passer pour pharmacien dans un autre, et c'est le même truc. Alors, on parlait des super-héros. Alors, en l'occurrence, Hulk se transforme en espèce de géant vert, en monstre de géant vert. Quels sont les accessoires indispensables aux super-héros? Moi, j'ai l'impression
qu'il y a un mythe autour de la voiture, qu'on ne peut pas imaginer un super-héros sans une bagnole à côté. Il y a Alors, des histoires de costumes, certains en ont, certains n'en ont pas. Est-ce qu'il y a des indispensables? Est-ce que vous pourriez faire le dress code du super-héros? on revient un petit peu à ce problème de définition tout à l'heure. Euh, je me souviens pas de l'épisode où on voit Hulk en voiture. Oui, Là-dessus, c'est vrai, c'est vrai. voilà. Maintenant, il y a un truc qui est à peu près synchrone d'ailleurs avec cette série télévisée-là, qui est qu'il y a eu une explosion du merchandising à cette époque-là. Et simplement pour que les gamins s'amusent, ils se sont mis à produire des voitures, l'équivalent de nos modèles réduits des années 70, à tout va. Donc, il y avait la voiture de Wonder Woman, il y avait la voiture de Batman. Bon, bah, ça, c'est logique, la Batmobile. Il y avait une Supermobile. Pourquoi? À quoi ça lui sert? D'accord. Et il y avait une Hulk mobile, d'ailleurs, et une Captain Marvel. Alors, Captain Marvel était différent à l'époque, mais une Captain Marvel mobile, et là, c'est pareil. Et ils ont poussé le vice pour certaines séries, parce que ça collait pas vraiment, à pondre des épisodes de comics pour justifier l'existence de Mais non. ces trucs. Donc, vous avez un épisode de Spider-Man, du comic book, où il va voir les Fantastiques, et il se fait construire une voiture, une Spider-Mobile, qui est capable de rouler à la verticale sur les murs. Alors, ça dure 2 épisodes, hein, tout le monde, même le scénariste à l'époque, n'est pas du tout convaincu du truc, mais c'est histoire de justifier l'existence du jouet. Et vous avez une Supermobile qui intervient dans un épisode où Superman perd ses pouvoirs, c'est ballot, mais ça tombe bien, il s'est construit une espèce de fusée avec des gadgets qui donnent il y a des bras articulés sur les côtés qui donnent des coups de poing à sa place. Clément Le Saffre, quand vous étiez petit, vous aviez des voitures de super-héros? Ah, j'en ai forcément eu, oui, C'est forcément la vrai? Batmobile, c'est un peu, Oui, mais la Batmobile, c'est l'incontournable. dans le scénario. Mais c'est vrai que ce que vous nous racontez, Xavier Fournier, c'est que si en plus le scénario est adapté du merchandising qu'on fait en amont, c'est quand même. C'est un principe c'est du vrai multimédia Oui, c'est déjà à ça. l'époque, Oui. mais c'est très ouvert. C'est-à-dire qu'il faut savoir, par exemple, que la Batcave de Batman, elle était pratiquement inexistante. C'était un hangar. C'était pas un truc sous terre, c'était un hangar où il garait sa voiture et son avion à côté de chez lui. Et elle prend vraiment consistance avec un serial de 1943 ou 46, je sais jamais. Le premier serial de Batman, où ils ont bien été obligés de montrer cet endroit, et on voit Batman assis dans une pièce avec des petites chauves-souris en plastique alors c'est ridicule, si vous voulez aller le chercher sur YouTube, vous allez passer un bon moment, mais et donc qui est assis à une table, et donc ça a matérialisé l'endroit, et dans les comic books, après, ils se sont dit: «Bon, bah, cet endroit-là, il faut qu'on l'exploite». Il y a plein de choses comme ça, et c'est pas inintéressant. Ça veut pas dire que ça déprécie l'histoire. Au contraire, des fois, c'est un cahier des charges qui fait que l'auteur, il va rebondir dans un sens ou dans un autre. Donc souvent, les séries télé s'inspirent des comic books, mais renvoient des choses un petit peu d'un seul coup. Ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qui a bien fonctionné à l'écran, et on se dit, bah, il faut le réinjecter dans la BD. C'est Et, très vivant. et quelle est la fonction des vêtements par rapport à nos super-héros? Alors, on parle souvent du masque, de la cape, etc. Est-ce qu'il y a une vraie fonction à ça ou ça fait partie du folklore? Bah, les 2, l'un n'empêche pas l'autre, hein, c'est pas forcément fromage ou dessert. Ce qui est clair, c'est que ça permet d'abord dans des magazines, à l'origine, des magazines qui étaient pas forcément très bien imprimés, qui avaient surtout des couleurs primaires, ça permet de distinguer très vite le personnage principal. Vous avez tous les gangsters qui sont en costume de ville, dans des couleurs un peu fadasses, et vous avez ce type, en rouge, bleu et jaune qui, voilà, Batman, c'est un peu plus, étant un personnage nocturne, c'était encore autre chose, mais vous avez plein de personnages, qui sont, ce qu'on appelle des justiciers urbains. Le personnage de Daredevil, qui est dans sa combinaison rouge, qui, dans la réalité, se ferait dégommer par un sniper au bout d'un quart d'heure. Mais voilà, quoi, évidemment, ça fonctionne dans le récit. Et puis souvent, là aussi, ils se posent la question, parce que souvent, c'est des choses qui ont été inventées dans les années 40 ou 60, ou à une époque plus naïve. Et puis, plus on avance dans le temps, plus les lecteurs, eux, sont cyniques et critiques. Donc, par exemple, le fameux logo de Batman qui est jaune avec la chauve-souris, ben, il y a un épisode où on explique qu'il est renforcé, que c'est un piège, que justement, les gens essaient de le tirer dessus, alors que c'est l'équivalent d'un gilet pare-balles. Clément? Et j'ai l'impression, moi, de mon point de vue, amateur, qu'on assume de moins en moins ce côté, pittoresque des costumes du début, puisque, par exemple, si je prends l'exemple des Batman de Nolan, on nous explique très clairement que Batman a un équipement militaire qu'il a upgradé lui-même, mais tout ça est très réaliste. Idem pour Superman maintenant qui a un costume très réaliste au cinéma. Tous les héros doivent avoir une espèce de justification et ils peuvent plus se déguiser un peu comme ils le veulent, quoi.
Il y a un truc qui est propre à la BD, c'est que vous n'êtes pas limité par la réalité. Si vous avez envie de faire un costume complètement impratique, un truc qui tient pas debout, vous pouvez le faire, ça fonctionne. Dès lors que vous allez mettre ce costume-là sur un mannequin, je parle même pas de l'acteur, hein, mais vraiment que vous allez le mettre en 3D, ça commence un peu à se compliquer. Si vous le mettez sur l'acteur, et il y a eu de gros problèmes qu'ils ont résolus il y a pas très longtemps au cinéma, par exemple, il y avait un énorme problème pour les costumes de Batman. Parce que la cagoule est trop rigide, donc quand Batman doit se retourner, c'est Michael Keaton qui expliquait ça. Il se retourne, en fait, la cagoule restait fixe, mais lui il se retournait à l'intérieur de la cagoule, quoi. Et donc il y a eu plein de choses comme ça qui sont intervenues, et donc y compris dans les séries. C'est-à-dire qu'il y a un moment, votre personnage, il passe de créature fantasmée au statut de personnage en chair et en os. Et vous êtes bien obligé de le faire fonctionner. Effectivement, du coup, par exemple, si on va du côté du cinéma, Nolan fait un Batman qui fonctionne. Mais attention, un Batman qui en même temps est complètement fantasmé parce que quand il reste plus que 6 heures avant que la ville explose, bah, il prend quand même le temps d'aller peindre son logo sur le pont de la ville en face, parce qu'on nous explique qu'ils ont une guerre psychologique, mais dans la réalité, il n'aurait pas le temps de faire ça. Mais on est dans un truc. Il y a plein de choses comme ça aussi dans les séries de Marvel qui étaient sur Netflix. On peut parler de Jessica Jones ou de Daredevil. Il y a quelques trucs comme ça, un petit peu, qui sont pas vraiment physiques, en fait. On a gardé un petit peu des choses comme ça. Euh, et qu'a changé les nouvelles technologies Qu'ont changé, pardon, les nouvelles technologies à tout ça? Est-ce que notre super-héros est devenu geek au fur et à mesure? Ou c'était déjà un attribut qu'il avait et au fond, les gadgets servaient déjà Je, de je- geekitude? je pense que le super-héros, il a pas tant changé que ça. Il n'a pas tant changé que ça, c'est plutôt son public qui a changé. Et ne serait-ce que si on s'en tient aux gens qui lisaient des comic books dans les années 60 ou 70, et ben, aux surprises, quand on commence à regarder les studios de production, ces gens-là, ils ont l'âge maintenant d'appliquer un petit peu des trucs. Et par rapport à une génération antérieure qui regardait les super-héros en se disant: «Ah bah oui, mais c'est des trucs marrants, on peut rigoler de ça», c'est un petit peu le côté pervers de la série télé de Batman dans les années 60, qui était très bien, moi je l'adore, mais qui a convaincu une partie du public que les super-héros, c'est ridicule, Mm. donc on rit d'eux. Alors que je pense que la série des années 60, c'était on rit avec, parce qu'il y a une nuance. Et donc fondamentalement, ça donnait des déviances parfois complètement débiles, où vous voyez des acteurs qui vont faire un film ou une série de super-héros, bah, comme on va au cirque, bah, c'est pas très sérieux, on peut cachetonner un peu, on peut rigoler à l'écran, et voilà. Si ce n'est que, fondamentalement, il y a certaines séries qui sont énormément noires. Énormément noires. Il y a beaucoup de choses diverses à raconter. Et je pense que parce que maintenant, les décideurs sont des gens qui ont été biberonnés avec ces personnages-là, bah, ça change beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a une typologie des super-pouvoirs avec nos super-héros, Alors, on peut dire que en plus des costumes? il y a un peu l'alpha et l'oméga qui sont Batman et Superman, créés à quelques mois d'intervalle. Et on va dire que d'un côté, on a l'homme parfait. Alors, l'homme fantasmé, hein, quand même, parce que Mm. Batman fait des choses que aucun athlète olympique ne se risquerait à faire. Mais bref, on a un type qui est censé être l'homme parfait, mais pas plus. Et puis on a Superman, alors lui, qui est de l'autre côté du truc, qui est tout sauf un homme, mais qui fait semblant de l'être. Et puis au milieu viennent se greffer des personnages qui ont 4 pouvoirs, 3-4 capacités intermédiaires. On peut considérer que Spider-Man serait une sorte de milieu. On peut considérer que Wonder Woman est beaucoup plus du côté de Superman, c'est des choses comme ça. Il y a des capacités, qui se reproduisent par automatisme de genre. Moi, ce que j'appelle l'automatisme de genre, vous l'avez connu dans les séries policières il y a encore quelques années, c'est que quand, à force de faire le coup du tueur fou qui coupe le téléphone, on a continué de le faire pendant des années alors qu'il y avait le téléphone portable. Ah Vous oui, voyez ce que je d'accord. veux dire? Oui, On oui, on bien sûr. reproduit les trucs. Et là, et ben, c'est assez bêtement, par exemple, il y a eu dans les années 70 un certain nombre de personnages, de super-héros noirs qui avaient des pouvoirs électriques. Il y avait Tornade chez les X-Men, et il y avait Black Lightning qui est plus récemment devenu un personnage de série télé. Et ben, il y a une tendance, il y a une popularité des personnages noirs qui ont des pouvoirs électriques qui est assez phénoménale. Alors vous savez que moi j'aime beaucoup les super-héroïnes. Hein. Je vous propose d'écouter un extrait de Jessica Jones, qui est une série à voir sur Netflix et qui possède elle aussi quelques dons.
Et jusqu'à quel point est-ce que t'es à l'épreuve des coups? S'il y a un seuil, je le connais pas encore. Et je préfère pas le connaître. Donc, si par exemple je voulais te mordre un doigt, de toute ma force qui est exceptionnelle, Ça dépend surtout du degré d'exception. Alors, je te déconseille de tester mes limites. Qu'est-ce que tu fais d'autre? Tu peux défoncer un mur d'un coup de poing? Arrêter une voiture qui roule? si elle roule lentement, ouais. Tu peux voler? Disons que je fais plutôt des sauts volants, des sauts contrôlés. Alors, je vous conseille de l'écouter en version originale, cet extrait qui est beaucoup plus sulfureux que ce qu'on vient d'entendre avec la version française, où il y a des allusions sexuelles qui sont très claires entre les deux personnages. Xavier Fournier, si je vous demande de choisir un super pouvoir, vous prenez lequel pour vous, hein? Alors, il se trouve que dans mes nombreux défauts, j'ai le vertige. Donc, moi, je serais partant pour me prendre le pouvoir de voler. Ça me guérirait, je pense, j'espère. Donc, ça m'irait, ça. Clément? Justement, on a écouté cet extrait de Jessica Jones. Jessica Jones, dans les comics, c'est pas un personnage phare. Elle a ses propres séries, mais c'est pas non plus une tête d'affiche de sa maison d'édition. C'est aussi le cas d'autres personnages comme Luke Cage, comme Iron Fist, qu'on a découvert, beaucoup de gens ont découvert avec les séries Marvel. Idem sur d'autres chaînes, je pense à Green Arrow, je pense à Supergirl. Est-ce que les séries sont aussi une fenêtre supplémentaire là où les films n'osent pas aller pour pas prendre trop de risques, parce qu'il y a tellement d'argent en jeu sur les films Marvel aujourd'hui ou d'ici? Les séries sont peut-être plus libres aujourd'hui, non? Hem, alors, oui et non. C'est comment dire? Faut d'abord comprendre que nous, on regarde ça après coup en disant: «Ah bah, il y a les connus, il y a les pas connus», mais que les connus, à un moment, ils n'ont pas été connus et que, la première série de Superman, les gens leur disaient un petit peu: «Bah, pourquoi vous allez, faire là-bas?» Il y a eu un serial de Captain America dans les années 40. Marvel a fait cadeau des droits, ciné, c'est-à-dire qu'ils étaient tellement contents que quelqu'un veuille adapter leur truc qu'ils ont dit: «Tiens, c'est gratuit». Tellement ils pensaient qu'ils allaient pouvoir, se refaire un petit peu sur les ventes grâce à ça. Donc faut comprendre que même Superman, même Batman, je parlais tout à l'heure du moment où ça a failli s'arrêter, où ça a été sauvé par la série télé, ont eu des moments où, fondamentalement, ils étaient des super nobody ou pas grand chose. Maintenant, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'on a, d'une part, toutes ces séries assumées, par exemple les séries qu'on peut voir, ce qu'on appelle le CW-verse, maintenant le Arrowverse, c'est-à-dire, Flash, Arrow, Supergirl, Batwoman, Legend of Tomorrow qui sont imbriquées et qui sont assumées. Mais vous avez d'un autre côté, je vous parlais tout à l'heure de l'histoire de Hulk qui lorgnait sur le fugitif. Il y a eu un moment, c'était ça, c'est on prenait des super-héros, mais pour faire quelque chose qui existait déjà. Mais on était protégé parce qu'on avait pris la licence d'un super-héros. Donc, on peut dire, mais c'était fait avec les meilleures intentions du monde. Par exemple, Buffy, on en parlait hors micro. Buffy, c'est la structure des X-Men. Reprend la structure des X-Men. Le Angel, c'est Wolverine. Spike, en fait, c'est Sabre, dent de sabre, l'ennemi juré de Wolverine. Vous avez la saga de Willow, la sorcière qui vire sur le mauvais côté. Ça a plein de moments dans la réalisation des épisodes, ça langue sur la saga du Phénix Noir dans les X-Men. Et clairement, Buffy doit beaucoup aux X-Men. Je crois d'ailleurs qu'il l'a tout à fait assumé dans le Whedon l'a tout à fait assumé dans des interviews. Vous avez Smallville, à la base, qui est très intéressante comme série parce qu'elle installe un virage. Smallville, ça a commencé comme un remake de la série télé Roswell. C'est-à-dire que c'est un extraterrestre qui débarque dans une petite ville et qui tombe amoureux de la nana qui s'occupe de la cafétéria. Et vous aviez la même série avec Roswell. Sauf que là, ils ont été pris par la popularité de Smallville, ça a continué, et c'est pendant la durée de vie de Smallville qu'on voit la chose changer. C'est que dans les premiers épisodes, ils font tout pour éviter de prononcer, d'évoquer le moment où il deviendra Superman. C'est vraiment, on a fait tout le marketing là-dessus. Et puis au fur et à mesure des saisons, là, il y a justement ces producteurs geeks dont on parlait tout à l'heure, qui disent non, 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 attends, on va te faire un épisode où il va rencontrer tel personnage, on va faire tel autre, tel autre, tel autre, et plus vous avancez dans les saisons de Smallville, plus vous avez un super ghost star tous les 2 épisodes. Enfin, pour revenir sur Arrow, il faut savoir qu'à la base, quand Arrow s'est constitué, la série Arrow, bah, tout simplement, les droits de Batman, ils préféraient les garder pour le cinéma, et donc Arrow, c'est officiellement une série basée sur le super-héros Green Arrow, mais quand on regarde,
ils ont pris ce masque de Green Arrow, ils l'ont collé sur Batman. Et tous les personnages secondaires, la plupart des personnages secondaires de Arrow, des nouveaux qui ont été injectés dans cette série-là, sont des homologues de personnages liés à Batman. C'est-à-dire le personnage de Felicity dans Arrow, qui est la geekette fan d'ordinateur, c'est le personnage de Oracle dans le mythe de Batman. Et voilà, c'est officieusement une série Batman. Alors, c'est vrai que depuis le début de notre entretien, on parle beaucoup des États-Unis et des BD et des séries américaines. En France, on n'a pas de moyens, mais on a de l'humour. Exemple avec une série qui est devenue culte, HeroCorp. Alors, HeroCorp qui est HeroCorp, je vais y arriver. HeroCorp qui est d'ailleurs de nouveau disponible sur France.tv. Il y a 5 saisons et 93 épisodes. C'est une série conçue par Simon Astier et Alban Lenoir. HeroCorp, c'est l'organisation de super-héros qui est chargée de maintenir un climat de paix. Et on en retrouve une partie de ces super-héros en Lozère. En fait, l'agence a regroupé les super-héros retraités, les démissionnaires, ceux qui ne sont pas formés, enfin un peu les losers, pour être clair. Ils se croyaient au calme et puis bien raté parce que le plus grand super-vilain de l'histoire, The Lord, réapparaît. Je suis Force Mustang et je vais tous vous bourriner vos mères. Attention, je suis mental, non. Non, je suis pardon, merde. Je suis mental, attention. Tu n'iras pas bien loin car je peux t'en empêcher grâce à mon pouvoir de persuasion. C'est mou les mecs. Frais comme un gardon, chaud comme une tornade, je suis... Tornado. Ok, suivant. Non, attendez, c'est pas possible. Xavier Fournier, est-ce qu'on peut vraiment parler de super-héros dans le cas d'HeroCorp ? Oui, tout à fait, bien sûr. Parce que moi, je me méfie souvent de la parodie de super-héros. Mais parce qu'elle cache souvent un truc genre ce genre-là est pas bien, donc on peut y aller franco. Voilà. Sauf que là, HeroCorp, je pense qu'on peut discuter le fait que c'est simplement une parodie. Il y a beaucoup de tendresse pour ces personnages-là. Et c'est l'histoire de personnages inadaptés dont les pouvoirs, on se rend bien compte qu'au demeurant, ils sont complètement usés ou ne servent pas à grand-chose. Et au fil des saisons, on comprend bien qu'ils reprennent du galon, qu'ils reprennent des choses. Alors, c'est raconté avec beaucoup d'humour, mais il y a aussi beaucoup d'amour de Simon Astier pour ces personnages-là. Il y a de la tendresse. Clément ? Justement, dans cette série qui est un peu le paroxysme de ce qu'on peut faire en termes d'humour avec les super-héros, on a aussi beaucoup reproché parfois à certaines séries d'aller trop loin dans la blague, en tout cas de rendre les super-héros très légers, idem pour les films. Est-ce qu'on va pas parfois un peu trop loin? Est-ce qu'on franchit pas des lignes avec des personnages qui finalement sont parfois très dramatiques? Peut-être. Moi, ce que je remarque, c'est que finalement, il y a très peu de parodies de séries policières. Il y en a certaines géniales, hein. Il y en a eu, il y a eu des grands précédents dans les années 80, des choses comme ça. Mais en France, on fait très peu de parodies de genre. Par contre, le super-héros, ça se prête à des choses un peu, un petit peu bizarres. Mais il y a une série qui s'appelait Powerless aux États-Unis, qui a été créée par DC Comics et Warner, donc, et qui raconte les histoires d'une société de conseil. Alors c'est pas très clair selon les épisodes, d'assurance ou de choses comme ça, pour des super-héros. Et c'est juste nul. C'est-à-dire que vous voyez le premier épisode et vous êtes gêné pour eux, mais vous dites c'est le pilote, donc ça va décoller. Et non, c'est à humeur constante. On est précisément dans ce que je racontais tout à l'heure. C'est on y va, c'est du super-héros, c'est pas grave, on cachetonne, et puis il y aura bien au moins des gamins pour aimer ça. Sauf que c'est aussi gênant que quand vous êtes dans la salle avec un type qui raconte une histoire drôle et personne qui rigole. Oui, d'autant que nos super-héros dont on parle depuis le début de cet entretien, ils sont quand même là pour nous rappeler des notions de justice. Alors, c'est ce que j'avais envie d'aborder avec vous. Est-ce que ce sont des justiciers ou des hors-la-loi? C'est une question récurrente quand on parle de super-héros. Et il y a une série, à mon sens, qui l'évoque particulièrement, c'est The Boys, dont la deuxième saison vient de débuter sur Amazon Prime Video. The Boys, qui est quand même une très belle série, une excellente série, même si vous n'aimez pas les super-héros, je vous la conseille. Je voulais juste vous faire écouter quelques répliques de cette série. Un monde dépourvu de crimes, où la liberté et la justice règnent en maître. C'est notre objectif. Grâce aux 200 super-héros qui composent la famille Vought, un avenir radieux s'ouvre à nous. Un avenir où chaque ville sera protégée par un super-héros.
Les gens adorent la sensation de sécurité que les super leur procurent. Ils aiment que des crétins en collant tombent du ciel et fassent le sale boulot. Comme ça, eux, ils sont pas obligés de le faire. Mais si tu savais les dégâts qu'ils font sur leur chemin, je te jure, c'est flippant. Le protecteur va me retrouver. Et quand il l'aura fait, il va te déchirer en deux pendant que je vais rentrer me faire des cocktails. Parce que toi et moi, on joue pas dans la même cour. C'est pas toi le héros dans cette histoire. Alors, est-ce que les super-héros, finalement, ils sont pas là pour mieux définir le contour de ce qu'est la justice et de nous le rappeler? Pour mieux le définir, je sais pas. Pour mieux nous poser la question de savoir ce que c'est, ouais, je pense. Il y a fondamentalement que nous qui pouvons y répondre. C'est pas ces personnages-là fictifs qui vont répondre pour nous. Mais clairement, c'est peut-être intéressant de revenir aussi politiquement à l'origine de ces personnages-là, ce que j'appelais tout à l'heure les proto-super-héros. On voit bien que ces personnages-là, ils apparaissent dans la culture populaire au 19e siècle. Enfin, les ancêtres, les grands-parents de ces personnages-là apparaissent au 19e siècle. Et c'est un moment où des deux côtés de l'Atlantique, on construit des sociétés, où on reconstruit des sociétés. On sort d'un côté de révolution, de l'autre côté, on s'installe dans des continents nouveaux, où il y avait déjà des gens avant. Mais donc, on se pose la question de savoir un peu ce qui est juste ou pas. Et puis, pour plein de raisons, on se rend bien compte que le système fonctionne pas forcément. Qui plus est, on crée des mégapoles. Donc, même des gens qui étaient nés dans le secteur de New York en 1850, 20 ou 30 ans plus tard, se retrouvent dans des villes qui ne sont pas les villes dans lesquelles ils ont grandi. Elles se sont reconstituées autour d'eux. Et se crée une sorte de besoin où on aime imaginer un type qui serait, enfin un type ou une héroïne, qui serait naviguer entre les couches sociales. Et si vous regardez bien, Batman, c'est l'histoire d'un type super riche qui s'habille en chauve-souris pour aller dans les bas-fonds. Spider-Man, c'est un peu le contraire. C'est un type, c'est vraiment un personnage de roman populaire. C'est un gamin pauvre. Je le compare souvent à une sorte de Gavroche qui se met un costume d'araignée et qui d'un seul coup va combattre les puissants du monde. Donc il y a ce truc-là. C'est l'envie pour les lecteurs des revues populaires à la fin du 19e d'imaginer quelqu'un qui sait gérer la ville, qui dit attends, il y a un problème, tiens-moi ma bière, j'y vais. Et qui arrive en 12 pages à régler le truc. Alors, bien entendu, si on prend ça au premier degré, c'est entièrement naïf, mais je vous conseille de ne pas prendre les choses au premier degré, il va vous arriver des problèmes. Et donc, il y a vraiment quelque chose de pertinent là-dedans. Et ce truc-là, et même dans des séries un peu plus cyniques comme The Boys, maintenant, ça nous pose aussi la question de savoir comment on ferait si ces personnages-là existaient. Parce que moi, Batman, Daredevil, Hulk et compagnie, ils me sont sympathiques parce qu'ils sont fictifs. On est en caméra embarquée, on est pratiquement comme des télépathes, on peut lire leurs pensées dans les BD, donc tout va bien. On sait qu'ils vont jamais dépasser un truc, on sait qu'ils sont pas malfaisants. Maintenant, moi, si en écoutant les ondes d'Europe 1, j'écoutais parler d'un type déguisé en chauve-souris qui se trouve être un milliardaire qui patrouille dans la ville pour régler la justice comme bon lui semble, eh ben, je prendrais ça sur un autre ton. Et par rapport à plein de choses qui se vivent aujourd'hui, dans nos sociétés, est-ce que Superman serait-il du côté des manifestants? Serait-il du côté de la police? Il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse parce que ce sont des personnages fictifs. Mais c'est à vous de vous poser la question de savoir où vous mettez le curseur entre le bien et le mal. Donc c'est peut-être pas si binaire que ça, en fait. Puisqu'on en a à parler de The Boys, je vais doubler la recommandation d'Eva pour la recommander vraiment à tout le monde, puisque c'est Tout une à fait. excellente série et qui, pour moi, réussit quelque chose d'assez fort, c'est de ne pas être cheap. Puisque, alors, c'est une astuce, puisqu'elle montre finalement assez peu les pouvoirs des super-héros, contrairement aux comics qui, lui, est beaucoup plus visuel. Euh, j'ai un peu l'impression que les séries, elles n'ont pas le budget du cinéma aujourd'hui. Ce qui se fait au cinéma est très bien fait. Est-ce que les séries de super-héros, par les pouvoirs, par les costumes, sont condamnées à être un peu plus cheap toujours? Eh bien, je pense que la question va se reposer assez vite, parce que là, arrive d'ici quelques semaines, la première série télévisée, sur Disney+, adaptée, enfin qui est une sorte de suite, continuation de l'univers Marvel cinématique. C'est-à-dire, non pas les séries Marvel telles qu'elles existaient, jusqu'ici, mais vraiment l'équipe de Marvel Studios qui s'occupe de faire des séries. Donc la série s'appelle, Falcon and Winter Soldier. Et on va bien voir. On va bien voir à ce moment-là que si c'est quelque chose, si c'est l'équivalent du Mandalorian adapté au
aux super-héros. Si c'est vraiment une série télé avec un budget de film, ça va un petit peu changer les choses. Il est possible que oui, il est possible que non, je ne suis pas devin. Maintenant, c'est vrai que on voit bien qu'il y a des choses, ça a toujours été un petit peu le problème, c'est qu'il faut multiplier les personnages et multiplier les effets. Alors, souvent, les séries télé, elles ont le chic de se dire, quand on a un effet, on va essayer de démultiplier les personnages avec ce même effet. Si vous regardez la série télé Flash, même s'il est vrai que dans le comic book, il croise un certain nombre d'ennemis super rapides, dans la série télé, c'est une légion, ça dégueule de personnages qui sont super rapides. Pourquoi ? Parce que ça, on sait faire. Chaque semaine, il faut faire un nouvel épisode et avoir le même effet, la même machine, le même logiciel. Ça permet de ne pas trop s'embêter la vie et de ne pas faire péter le budget. Il y a eu des précédents. Agent of S.H.I.E.L.D., donc, qui est une série dérivée de l'univers Marvel, avait introduit dans sa 4e ou 5e saison un personnage qui s'appelle le Ghost Rider, qui a fait l'objet de certains films aussi. Et ils se sont rendus compte en cours de saison qu'ils n'avaient pas le budget pour continuer de tourner avec ce personnage-là. Ça coûtait trop cher. Donc, oui, il y a un peu à boire et à manger dans les questions de budget et d'effets. Pour finir, Xavier Fournier, vous m'avez fait un cadeau. Je pense que ça n'a pas dû coûter énormément cher en termes de production. Vous m'avez fait écouter ça. Le Spider-Man japonais. Vous êtes collectionneur, Xavier Fournier, de ce genre de produits décalés ? Je ne sais pas comment on doit dire ça. Au demeurant, non, mais là, c'est tellement n'importe quoi que oui, obligé, quoi. Alors, pour expliquer aux gens, dans les années 70, Marvel voulait un petit peu aller sur le terrain des séries télé. DC Comics, donc, qui est l'autre éditeur majeur pour schématiser, Marvel, c'est les Avengers et tout ce qu'on connaît au cinéma en ce moment, Captain America et compagnie. DC, c'est Superman, Batman, Wonder Woman et d'autres. Et il y avait un passif audiovisuel de DC qui avait des séries télé de Superman, de Batman, et qui était en train de préparer le premier film de Superman. Et donc, Marvel voulait aller sur ce terrain-là. Ils étaient prêts à tout. Et voilà, Tipa, qu'ils arrivent à intéresser une société de production japonaise. Donc, ils disent, très bien, faites une série avec notre personnage. Et les Japonais disent, d'accord, mais on va l'adapter à notre public. Ce qui au demeurant n'est pas idiot, mais ils l'ont beaucoup adapté. Et donc, le Spider-Man japonais, ça devient un type qui est mordu par une sorte de divinité araignée et qui en retire ses pouvoirs-là. Et si j'ai bonne mémoire, cette entité-là, lui, non seulement le transforme en Spider-Man, alors vous pouvez dire, c'est simplement une petite différence culturelle. Non, ça ne suffit pas les pouvoirs de Spider-Man. Il faut aussi lui donner un robot géant. Et donc, le Spider-Man japonais est aux commandes d'un robot géant. C'est complètement n'importe quoi. Et en plus, c'était à une époque où on négociait pas vraiment les droits. Donc, c'est tombé après dans des limbes parce que même Marvel ne savait plus très bien à qui étaient les droits. Et ça a pris 20 ou 30 ans avant qu'il récupère un petit peu le droit de mentionner le personnage et son robot géant qui s'appelle Léopardon, je crois, si ma mémoire fonctionne pas trop mal. Et de fait, maintenant, dans les comic books, il arrive de voir dans certains épisodes de Spider-Man le héros qui voyage dans d'autres univers et qui croise ce Spider-Man japonais avec son robot géant. Eh ben, on va s'arrêter là-dessus sur notre Superman, sur notre Spider-Man, pardon, et pas vous Superman. Pas dit si vous l'avez apprécié ou pas le Spider-Man. Je le trouve assez comique en fait. Oui, Alors je ne sais pas si c'est un bon argument, mais en tout cas il est très très réussi. Et puis vous m'avez fait un beau cadeau en me faisant découvrir ce Spider-Man japonais. Merci beaucoup Xavier Fournier, merci. Dans le prochain épisode de Série-Land, c'est un autre sujet d'actualité que nous aborderons, la question raciale dans les séries et notamment dans les séries américaines. Série-Land est un podcast d'Europe 1 Studio, produit par ma fée, Adèle Ponticelli, réalisé par Christophe Pierrot et Xavier Joly, et préparé en coulisses par Clémence Olivier, avec le soutien inconditionnel cette semaine de Clément Le Saffre, mon super-héros à moi. Si cet épisode vous a plu, écoutez le prochain qui arrive très vite, et surtout parlez-en autour de vous, commentez, faites-nous part de vos retours, de vos séries préférées. Je vous attends notamment sur la page Facebook de Série-Land. Partagez avec nous votre enthousiasme. Vous le savez maintenant, attention, dans Série-Land, il y a une règle et une seule, pas de spoil. Et puis abonnez-vous, comme ça, on ne se quittera plus.